Vous voulez découvrir l'œuvre de Balzac, mais vous ne savez pas par quel roman commencer. Vous êtes au bon endroit. Après le générique, je vais vous parler de mon top 7 des romans de cet auteur génial. Bonjour et bienvenue sur ma chaîne. Aujourd'hui, nous allons évoquer un écrivain sensationnel, Honoré de Balzac, qui a construit une œuvre monumentale, la comédie humaine, avec plus de 90 romans et plus de 2500 personnages. Aujourd'hui, l'intérêt de lire les écrits de Balzac réside dans le fait qu'il décrit avec grande finesse tant les passions humaines que les rouages de la société, et ses romans sont toujours d'actualité. Mais son œuvre, par son immensité, peut donner un peu le tournis et on peut se sentir un peu perdu, ne sachant pas par où commencer. Et c'est justement la raison pour laquelle je vous ai fait un top 7 des meilleurs romans de Balzac. On va commencer tout de suite avec le roman que j'ai classé dans la 7e position. Pour le roman que j'ai positionné en numéro 7, il s'agit de La peau de chagrin. Alors, c'est un roman qui est très original et qui touche au fantastique. Le personnage Raphaël de Valentin est un noble ruiné, mais qui découvre chez un antiquaire un objet extraordinaire. Il s'agit d'un morceau de cuir qui a des propriétés magiques, fantastiques. En fait, ce morceau de cuir qu'on appelle la peau de chagrin est un objet qui permet à son détenteur de se voir exaucé de tous ses vœux. Mais il y a quand même une contrepartie, c'est qu'à chaque vœu formulé, la durée de vie de la personne diminue et la peau de chagrin rétrécit en même temps. Donc là, on est dans le mythe du pacte faustien et à ce sujet, le roman me fait penser à un tableau d'Eugène Delacroix. C'est Faust et Méphistophélès que je vais vous montrer à l'écran. Et je voulais aussi vous dire quelque chose, c'est que durant la présentation des romans de mon top, je vais évoquer et faire apparaître à l'écran des tableaux du domaine public, car la peinture, à mon sens, et l'écriture sont deux arts qui se mêlent parfaitement bien. Et par ailleurs, Balzac, dans ses romans, aborde des thèmes universels que l'on retrouve dans la peinture. Vous retrouverez sous la vidéo, dans la description, le nom des auteurs et des œuvres. Alors, pour en revenir à mon roman La peau de chagrin, je l'ai mis en dernière position car je trouve que la narration souffre d'un défaut. Il y a un déséquilibre. Au départ, Balzac nous parle de cet objet extraordinaire qu'est la peau de chagrin et donc il pique la curiosité du lecteur. Mais ensuite, il nous parle d'autre chose, il nous parle du passé de Raphaël, il nous parle de considérations philosophiques et durant une très grande partie du roman, on n'entend plus parler de cette peau de chagrin. Et après, c'est vers la fin qu'il revient à la peau de chagrin, mais il laisse le lecteur sur sa faim. Donc il y a quand même ce petit défaut-là que je voulais souligner. Mais autrement, il est quand même bien et je vous le conseille. Maintenant, nous allons passer au numéro 6. Pour le roman numéro 6, j'ai placé dans mon classement Le Lys dans la vallée. Donc c'est un roman qui est très bien écrit, qui est poétique. On se retrouve dans un cadre verdoyant, bucolique et Balzac s'est vraiment surpassé
pour travailler son texte, le ciseler. Et il ne nous avait pas habitués à ce genre de style. Et pour ce qui est du récit, on a un personnage principal, Félix de Vandenesse, qui noue une relation avec une femme mariée qui a 2 enfants, et cette femme va mettre un point d'honneur à ce que la relation soit purement platonique. Et ce personnage va nouer en même temps une autre relation qui, elle, va être charnelle avec une autre femme. Donc, pour ce roman-là, j'ai choisi de vous montrer le tableau de Monet, La femme à l'ombrelle, qui va apparaître à l'écran. Alors, ce tableau correspond bien au personnage d'Henriette. Henriette se drape de pureté, de vertu, de grands principes pour que cette relation reste sur le plan sentimental, qu'elle soit simplement platonique. Donc ce personnage a un côté un peu altier, un peu fier, mais il y a aussi une autre facette dans sa personnalité. Il y a aussi un autre élément qui est souligné dans le roman, c'est que cette femme est très malheureuse, elle est très seule, elle entretient une relation toxique avec son époux qui n'arrête pas de la rabrouer, de la rabaisser. Il est complètement névrosé, il pique des crises d'angoisse épouvantables, et cette femme donc est un peu prisonnière de cette relation avec son mari. Et donc je vous montre donc un autre tableau qui est celui de Marie Bracquemond, qui est la Dame en blanc. Alors, comme je vous l'ai dit, j'ai adoré ce roman. On y trouve plein de poésie, on y trouve aussi du symbolisme. Le symbolisme est caché derrière les paysages, il est caché derrière les bouquets que Félix offre à cette Henriette, et on trouve aussi des références à la période médiévale, à l'amour courtois, et j'ai vraiment adoré ce bouquin et je vous le conseille vivement. Maintenant, nous allons passer au numéro, alors ça va pas être le numéro 5, ça va être le numéro 3, 4, 5. S'agissant des numéros 3, 4 et 5, alors je vous propose de lire ces romans-là. J'aurais pu les placer, surtout le 3, le Père Goriot, en numéro 1, mais il serait dommage de le séparer des 2 autres parce que ces 3 romans-là font partie d'un cycle, d'une trilogie dans laquelle apparaît un personnage vautrin qui est un malfrat, un criminel. Donc il apparaît d'abord dans le roman Le Père Goriot, puis à la fin du roman Illusion perdue, et ensuite il réapparaît dans tout le roman Splendeur et misère des courtisanes. Alors, je vais d'abord vous parler du Père Goriot. Alors, le Père Goriot, c'est un roman captivant, c'est un roman dans lequel moi je n'ai pas trouvé de longueur, et il y a des coups de théâtre, le rythme est très dynamique, donc on s'ennuie jamais. Et donc ce roman-là tourne autour de ce personnage, le Père Goriot. Donc c'est un homme qui a 2 filles, mais ce sont des filles qui veulent briller en société, qui ont la folie des grandeurs, et le Père Goriot, leur père, va se sacrifier pour elles, il va se saigner, il va tout vendre, il va se dépouiller, et il va finir dans une misère noire. Donc ce roman pose la question de savoir jusqu'où on peut aller par amour pour ses proches, pour ses enfants. Et pour ce roman-là, j'ai choisi un tableau qui représente le Christ parce que le Père Goriot a quand même une dimension un peu christique
par tous les sacrifices qu'il fait pour ses filles qui par ailleurs sont très ingrates. Alors ces filles, à la base, elles ont été très bien dotées et très bien mariées. Il y en a une qui est mariée à un riche banquier et une autre à un noble. Mais ces filles ont la folie des grandeurs, ces filles ont des dettes qu'il faut éponger, elles ont des amants qu'il faut entretenir, elles veulent briller, donc il leur faut constamment de nouvelles robes, des équipages, des bijoux, et c'est le père Goriot qui va se sacrifier, qui va tout leur donner. Et on a ce récit-là autour de ce personnage et de ses filles. Donc pour ces filles, j'ai choisi d'illustrer ces deux personnages féminins avec un tableau de James Tissot qui s'intitule L'ambitieuse. Donc on voit sur ce tableau une femme flamboyante et elle représente bien l'état d'esprit des deux filles qui sont vraiment dans les soirées mondaines, dans le m'as-tu vu, dans la folie des grandeurs. Voilà, donc le père Goriot présente donc ce personnage du père Goriot, mais aussi un autre personnage très intéressant, très important, qu'on va retrouver ensuite dans les deux autres romans. Il s'agit de Rastignac. Donc Rastignac, c'est ce jeune étudiant originaire d'Angoulême qui va venir monter à Paris pour étudier. Mais il va croiser le chemin de cet infâme Vautrin qui va lui proposer une ascension sociale rapide, facile, mais il devra mettre ses scrupules, il devra mettre ses valeurs morales de côté. Donc je vous ai choisi un tableau de Carracci, Le choix d'Hercule, pour illustrer ce personnage de Rastignac. Rastignac devra choisir entre la vertu et le vice. Il devra choisir entre une ascension sociale conventionnelle par le travail, par le mérite, ou bien une ascension sociale bien plus rapide, mais qui sera un peu plus immorale, un peu plus illégale, et le personnage va être complètement tourmenté. On va le suivre dans tous ces questionnements. Donc c'était les deux personnages principaux de ce roman que je voulais mettre en valeur, donc ce Rastignac et ce père Goriot face à ces filles qui veulent complètement le dépouiller. En position numéro 4, j'ai placé Illusion perdue dans mon classement. Ce n'est pas un roman qui est la suite directe du père Goriot, mais il convient de le lire après le père Goriot parce qu'on va retrouver à la fin un personnage qui va faire sa réapparition. Il s'agit de Vautrin, ce personnage qui est un criminel notoire. Donc on va le retrouver sous une autre identité. Et pour ne pas perdre le fil, la suite logique, c'est de continuer après la lecture du père Goriot, de poursuivre avec Illusion perdue. Donc ce roman met en scène un personnage, Lucien de Rubempré, qui est un jeune originaire d'Angoulême, tout comme Rastignac. Donc ce Lucien veut devenir écrivain. Il a déjà écrit un livre, un recueil de poésie, et il monte à Paris dans l'espoir de faire éditer ses œuvres. Mais il va se heurter à la dure réalité, il va se heurter à la corruption par l'argent, par la politique, par l'idéologie de trois secteurs, donc du journalisme, de l'édition et du showbiz. Donc ce Lucien de Rubempré va être confronté au même choix que Rastignac. Il va s'ouvrir devant lui deux voies, celle de la vertu et celle du vice. Le chemin
qui va être long, qui va demander du travail, des sacrifices, mais qui va être sûr. Et à côté, il aura le choix de s'élever socialement, d'éditer rapidement son roman, mais en intégrant certains milieux complètement corrompus, et lui-même va devenir complètement corrompu, il va même se brûler les ailes. Et donc pour ce roman-là et pour ce personnage-là, j'ai choisi le tableau de Rubens, La Chute. Tout comme Icare, Lucien de Rubempré va vouloir voler tellement haut qu'il va se brûler les ailes. Alors, il va se brûler les ailes dans ce roman-ci et ensuite il va se brûler les ailes dans le prochain roman que je vais vous présenter. C'est un personnage qui est tragique. Alors, je voulais aussi vous dire que ce roman est très important. Je vous conseille vivement de le lire parce que tout ce qu'il décrit s'agissant du journalisme, du showbiz et de l'édition se retrouve à notre époque. On retrouve les mêmes vices, les mêmes travers, la même corruption, c'est terrible. On apprend que les fake news existaient déjà à l'époque de Balzac et on apprend aussi que dans le journalisme, il est conseillé d'écrire un article qui dit une chose le matin, une autre chose le soir et encore le contraire le lendemain. Donc on a vraiment un domaine complètement corrompu qui ne cherche pas la vérité mais qui cherche à flatter les gens. C'est écrit noir sur blanc dans le roman. Quand Lucien de Rubempré arrive dans ce milieu du journalisme, on le met au parfum et il découvre ce monde complètement impitoyable et corrompu. Et maintenant, je vais passer au roman numéro 5, Splendeur et misère des courtisanes. Donc, Splendeur et misère des courtisanes est la suite d'Illusions perdues. Donc là, on va retrouver notre Lucien de Rubempré. Donc, dans le premier, comme je vous l'ai dit, dans Illusions perdues, il va se brûler les ailes. Là, il va se brûler les ailes une autre fois. Là, ça va être encore plus tragique. Et dans ce roman-là, on va aussi trouver un autre personnage, Esther, qui est une courtisane, mais une courtisane au grand cœur, mais elle aussi va avoir un destin tragique. Et là, on n'est plus tellement seulement dans la corruption, on bascule aussi dans la criminalité. Alors on passe à un cran au-dessus. Et donc comme tableau, je vous ai choisi un tableau du Tintoret représentant Esther. Donc Esther qui défaille et notre Esther de Splendeur et misère des courtisanes va aussi être mal en point. Donc voilà pour la présentation de Splendeur et misère des courtisanes. Alors j'ai beaucoup aimé aussi ce roman-là. Et maintenant nous allons passer au numéro 2. Pour le roman numéro 2, le voici, Eugénie Grandet. Alors j'ai adoré ce roman, il est vraiment génial. Là, on quitte les salons parisiens pour se retrouver en province, à Saumur, dans la famille d'un ancien tonnelier qui a fait fortune, mais qui est très avare. Donc, ce tonnelier avare cache sa fortune à sa famille, à ses amis, ses voisins, à tout le monde. Chez lui, l'argent, c'est quelque chose d'obsessionnel, c'est même un vice maladif.
Et dans ce roman, on va suivre sa fille, donc Eugénie, qui elle n'est pas du tout intéressée par l'argent, par le matérialisme, mais qui va être entourée de requins qui vont convoiter sa fortune. Il va y avoir deux familles, les Grassins et les Cruchot, qui eux se doutent bien de la fortune du père et qui vont se livrer une bataille rude pour obtenir sa main et pouvoir mettre la main sur sa dot, sur l'héritage du père Grandet. Alors, ce qui est intéressant dans ce roman, c'est que Balzac explore le thème de l'avarice avec le Félix Grandet, mais aussi il aborde le sujet de la convoitise avec ces familles qui tournent autour d'Eugénie. Alors, ces deux familles, les Grassins et les Cruchot, méprisent complètement Eugénie. Ces deux familles la trouvent insignifiante, la trouvent gauche, la trouvent mal habillée, mais ils convoitent l'argent du père et ils font semblant d'adorer Eugénie et ils font tout pour flatter le père. Donc cette Eugénie va aussi rencontrer son cousin qui de prime abord va être présenté comme un personnage plutôt positif. Ils vont tomber sous le charme l'un de l'autre, mais ce cousin va être obligé de partir aux Indes et quand il va revenir, pareil, il va être corrompu par l'argent, il ne va penser qu'au matériel, qu'à l'argent et tous ces beaux sentiments vont s'envoler. Alors, je vous ai choisi pour illustrer ce roman deux tableaux. Le premier tableau, c'est un tableau de Makowski, l'Avare. Donc Makowski est un peintre du début du XXe siècle et il a peint des marionnettes mais qui ressemblent, vous voyez, à des petits lutins. Et ce tableau illustre parfaitement bien le roman Eugénie Grandet parce qu'on voit en premier plan un espèce de petit lutin avec son petit sac d'argent et au fond, en arrière-plan, on voit deux personnes qui essayent de lui piquer son argent. Et je voulais vous montrer aussi un autre tableau qui est celui-ci qui représente une vieille femme qui examine une pièce de monnaie à la lueur d'une lanterne. Et ce tableau est une allégorie de l'avarice. Pour en revenir à ce roman, donc ce que j'ai remarqué, c'est que le style s'adapte au décor. Balzac d'habitude ne lésine pas sur les détails. Là, il devient lui aussi un peu avare en détails. Donc le roman n'est pas très long, il se lit très rapidement, très facilement, c'est très fluide. Et il y a une certaine sobriété, une certaine simplicité dans ce roman. Ce que j'ai beaucoup aimé, donc, c'est cette héroïne qui est dans la sincérité, qui n'est pas du tout intéressée par l'argent. Et ceci crée un contraste avec tout son entourage, avec son père qui est avare et ses voisins qui en veulent à sa fortune. Et donc ce roman, je vous le conseille parce qu'il est vraiment génial. Je l'ai vraiment adoré. Ce que je voulais aussi ajouter, c'est que je ne pourrais pas vous dire si ce roman se termine bien ou pas. Et c'est ce qui est aussi remarquable dans cette œuvre parce que tout est une question d'interprétation. Personnellement, je trouve que la fin est très bien, je la trouve très positive, j'ai bien aimé la fin, je trouve qu'il se termine bien, mais il y a d'autres personnes qui vont me dire « Ah non, non, moi je ne l'ai pas du tout trouvé bien, non, ça finit mal. » Mais après, c'est chacun qui voit et comme je vous dis, c'est une question d'interprétation. Voilà. Le roman numéro 1. Alors, quel est le roman que j'ai choisi
comme champion de mon classement. Je vais vous le montrer tout de suite. Il s'agit de La Cousine Bête. J'ai adoré ce roman. Je le trouve captivant. Là, on retourne sur Paris dans une famille bourgeoise et on va faire face à un personnage très sombre, d'une très grande méchanceté, qui va faire preuve de manipulation. Il s'agit de Lisbeth Fischer, dite la cousine bête. Donc, ce personnage a eu une enfance pas très heureuse et elle va en vouloir à sa cousine Adeline, qui elle n'y est pour rien. Alors Adeline a fait un beau mariage avec un riche bourgeois, elle est plus jolie que la cousine bête et donc cette cousine bête va ressentir comme une grande jalousie et va se mettre en tête de vouloir détruire la vie de sa cousine Adeline. Et pour ce roman-là, je vous ai choisi deux tableaux. Alors, le premier tableau, il s'agit d'un tableau de Mottès, Médée. Donc, ce tableau représente le personnage mythologique. Je l'ai choisi car la cousine bête a vraiment un instinct animal, un instinct de tueuse. Et j'ai choisi aussi un autre tableau qui lui date du XVIe siècle. Il s'agit d'un tableau de Quentin Metsys. Alors, ce tableau aurait été inspiré par un dessin de Léonard de Vinci. Alors vous voyez, il représente une femme très laide, même grotesque. Alors j'ai choisi ce tableau avec cette femme horrible, très laide, non pas pour illustrer le physique de la cousine bête, même si elle est décrite dans le roman comme pas très jolie. Non, j'ai surtout choisi ce tableau pour illustrer la laideur intérieure, l'insensibilité, la malveillance, la mentalité monstrueuse de la cousine bête. Elle est d'autant plus horrible, cette cousine bête, que sa cousine Adeline va faire preuve d'une très grande gentillesse, d'une très grande générosité envers elle, mais elle va être complètement insensible à tout ça. Elle est complètement obsédée dans l'idée de la détruire. Et donc, dans ce roman, ce qui est très intéressant, c'est qu'on a deux pôles. On a un premier pôle avec cette cousine bête qui est très sombre, c'est vraiment de la grande méchanceté gratuite mais aussi guidée par la jalousie. Et de l'autre côté, on a cette cousine Adeline qui, elle, est dans la bienveillance, elle est très lumineuse, très généreuse, charitable. Elle est presque décrite comme une sainte, mais elle est trop gentille justement parce qu'elle ne voit pas les manœuvres de cette cousine bête, parce que cette cousine bête, elle agit avec un sourire par devant, mais elle agit dans l'ombre. Elle monte, elle met sur pied tout un plan machiavélique pour détruire sa cousine. Et donc Adeline, elle va pas voir tout ça, elle va être trop gentille. Et on a donc ces deux pôles-là extrêmes. Mais le génie de Balzac consiste à placer entre ces deux pôles des personnages nuancés, des personnages qui sont dans un gris, alors soit un gris moyen, soit un gris un peu sombre qui s'approche un peu de la cousine bête mais qui ne sont pas dans sa méchanceté. Et dans l'autre pôle, vers l'autre côté, on a des gens un peu plus dans la bienveillance mais qui ont aussi des travers. Donc c'est des personnages en demi-teinte, dans des nuances de gris, et je trouve qu'il fait une très belle peinture psychologique de tous ces personnages. Donc voilà pour ce roman que j'ai vraiment adoré. Avant d'en terminer, je voulais juste vous dire
que s'agissant des romans que je vous ai présentés dans cette vidéo, le classement que je vous ai fait est un classement à titre indicatif parce que tous les romans que je vous ai montrés sont des romans que j'ai beaucoup aimés et j'ai eu énormément de mal à les placer. Et c'est à vous de voir par rapport au résumé que je vous ai fait, quel est le roman qui vous inspire le plus. Par exemple, j'ai mis en dernier La peau de chagrin, mais si vous adorez le fantastique et si vous avez envie de lire du fantastique, commencez par celui-là. Je vous ai mis en numéro 2 Eugénie Grandet. Donc si vous préférez lire quelque chose qui parle d'argent, de cupidité, lisez d'abord Eugénie Grandet plutôt que celui-là qui parle de manipulation mentale. Tout dépend de ce que vous avez envie de lire. Moi, je vous ai donné mon avis. Et en tout cas, si vous n'avez jamais lu Balzac, j'espère vous avoir donné envie de le lire. Pour moi, c'est un auteur génial. Je suis une fan inconditionnelle. Je l'adore. Et si vous avez déjà lu des romans de Balzac, dites-moi dans les commentaires lequel vous préférez, ça m'intéresserait et dites-moi pourquoi. Voilà, cette vidéo s'achève. Je vous souhaite de bonnes lectures et je vous dis à bientôt pour une autre vidéo. Si vous avez apprécié cette vidéo, je vous invite à la partager, à liker et à vous abonner. Si vous souhaitez vous exprimer, n'hésitez surtout pas à me laisser un commentaire en bas de la vidéo. Je serai ravie de vous lire. Sur ce, je vous dis à très bientôt.